Bonjour tout le monde, bienvenue à Un peu de crime dans ton café, le podcast où on jase de crime en prenant un bon café entre amis. Vous m'avez sans doute reconnu, je serai votre animatrice / raconteuse Audrey. Et bien entendu, je suis accompagnée par mon co-animateur à la voix de velours, Benoît. Comment ça va? Bonjour Audrey, ça va bien toi? Ça va. Alors, Benoît, tu as eu une grosse journée aujourd'hui. J'espère que tu es prêt pour ce 3e épisode de Panique satanique. Je suis toujours prêt pour parler de Satan. Oui, parce qu'en plus, aujourd'hui, tu passais à nouveau pour parler de black metal. Techniquement, je vais passer demain à nouveau pour parler black metal. Ouais, mais quand oui. l'épisode va être diffusé, Absolument. Ça va être dans le passé. Ça va être disponible sur TikTok, qu'on m'a dit, entre autres. Ah, ben parfait. Alors, vous allez pouvoir aller voir Benoît jaser de nazis Oui. et de Satan. De nazis, de Satan, de norvégiens, de suédois. Toutes belles choses folkloriques. Une belle combinaison. Et là, parlant de belles combinaisons, on fait des beaux segways. On va vous recommander un café. Même si Ben, t'es en train de boire un thé contre l'éthique de notre podcast. Je suis un gars de thé dans la vie, je dois l'avouer, mais j'ai bu genre 8 cafés aujourd'hui. Fait que je pense que je représente assez. Le café est à l'intérieur de moi. Le café est dans mon cœur. Tu devrais peut-être plus boire de l'eau rendu là. Alors, le café que j'aimerais vous recommander aujourd'hui, c'est un café, en fait, qui nous a été recommandé par un auditeur, donc Étienne, qui nous a recommandé le café Fantôme, qui se décrit comme étant un café transparent, parce que quand vous vous rendez sur leur site web, le torréfacteur vous indique combien il a payé le producteur pour son café. Donc, chaque café que vous choisissez, admettons ici, j'ai le Maurizio Salaveria, et il est écrit « Nous avons payé Maurizio au prix de 4,25 US par livre pour ce lot. » Alors, vous savez que c'est une pratique éthique, c'est une pratique transparente. Et ce que j'aime aussi de ce café, c'est qu'il vous donne son indice de funkiness. OK, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que Pierre-Luc Funk l'a goûté et il a donné une note. Non. Tu veux dire qu'il s'est trempé les doigts dedans? Oui. Non, j'irai pas là. J'irai pas là, Audrey, j'irai pas là. Non, on n'ira pas là. J'ai dit Pierre-Luc Funk, pas Kevin Parent. Oh, la joke a été faite. Damn, bon, on s'excuse. Ou pas. Oui, le café Fantôme, celui que j'ai cliqué dessus parce que j'étais curieuse, c'est le Maurizio Salaveria. Parce que son nom, c'est le supersonique naturel. Ça dit qu'il a des notes de jus de pomme, de kiwi, de mangue, de cacao. Il a un indice de funkiness de 3,5 et un indice d'acidité assez élevé, donc ça me donne des reflux acides. Mais c'est pas grave, je suis sûre que c'est un excellent café pour les gens qui, contrairement à moi, ont des estomacs qui gardent le tout en dedans. un café de la ville de très très loin, un café de la ville très très lointaine de Salaberria de Valleyfield. Exactement. Mais ça, l'indice de funkiness, c'est sur quoi? C'est sur 5? C'est sur 10? Sur 5. OK, quand même. 3,5 sur 5. J'ai oublié de vous donner sur quoi on se basait. Alors voilà, je répète, c'est une recommandation de Étienne qui nous a recommandé les cafés Fantômes, qui sont des cafés transparents parce que vous savez d'où ça vient, qui a été payé, combien qu'ils ont été payés. Alors, félicitations Café pour ces bonnes pratiques et avec Noël qui arrive, c'est peut-être une petite chose à glisser dans le bas de Noël d'un amateur ou une amatrice de café. Bien, naturellement, commandez-le pas, parce qu'avec Post Canada, ça risque de pas arriver à temps. D'ailleurs, je tiens à m'excuser, on a des nouveaux Patreons que je vais saluer à la fin de l'épisode. Si vous êtes récemment abonné au tiers qui vous donne accès aux autocollants, je voudrais vous les donner, les 10 autocollants, mais avec Post Canada qui est en grève pour l'instant, ce n'est pas possible. Mais inquiétez-vous pas, vos noms, je les ai notés. Ils sont dans un document et dès que les choses se replacent, je vais pouvoir aller m'en occuper, aller vous les porter
Même chose aussi avec la marchandise Etsy. Je pense qu'on fait affaire avec Post Canada. Alors, ça se pourrait que vos choses arrivent en retard. Je suis vraiment désolée. Au pire, ce que je pourrais vous suggérer, c'est d'imprimer une photo puis dire à la personne comme « Je vais t'offrir cette chose » quand les choses iront mieux, quand les travailleurs de Post Canada vont avoir un salaire équitable et qui vont être traités comme des êtres humains. Bref, ça s'en vient, guys. Audrey et Catherine font leur possible. Ça, c'est des petites nouvelles en sidebar. Alors, Benoît, est-ce que tu es prêt pour un 3e épisode de Panique satanique? Toujours plus de Satan, toujours plus. Alors, puisque vous avez bien répondu aux 2 épisodes qu'on avait faits, j'ai décidé que j'allais poursuivre parce que ça me le tente, j'étais inspirée, j'avais des idées. Alors, on continue avec Satan. C'est le 3e épisode de la Panique satanique et nous allons parler du procès des San Antonio Four. Alors, on va se déplacer au Texas pour cet épisode. Mes sources, c'est un épisode du podcast que j'affectionne beaucoup, le podcast britannique Red Handed, et un article du Texas Observer par Maurice Chama qui s'intitule The Mystery of the San Antonio Four, qui est un excellent article de fond, mais qui porte très mal son nom parce qu'il n'y a pas de mystère pantoute. Et quand je vais vous raconter ça, c'est si vous allez vous en rendre compte assez rapidement qu'il n'y a pas de mystère pantoute. Quel coquin, ce Maurice. Aussi, je veux donner des avertissements avant de commencer. Comme avec mon premier épisode de Panique satanique, même si les faits se sont avérés faux, cet épisode comprend de brèves descriptions d'abus physiques et sexuels sur des personnes mineures. Alors, sachez-le, par contre, c'est faux, mais je comprends que même une simple allusion peut être triggering pour certaines personnes. J'aime mieux vous en faire part tout de suite. Cet épisode va aussi traiter d'homophobie, de misogynie et potentiellement de violence conjugale. Si jamais vous ou une personne que vous connaissez a besoin de ressources ou de contacter quelqu'un au sujet de la violence conjugale, je vous redirige au site web sosviolenceconjugale.ca ou au numéro de téléphone, c'est le 1-800-363-90-10. Je répète, 1-800-363-90-10, sosviolenceconjugale.ca. Sachez que demander de l'information, ça vous engage à rien. Vous pouvez juste parler avec quelqu'un, poser des questions, savoir qu'est-ce que vous pouvez faire. Il n'y a personne qui va appeler la police. C'est vraiment votre décision à vous. On vous laisse toute votre agentivité. Et si vous êtes une personne de la communauté LGBTQIA+, qui aurait besoin de ressources, je vous redirige vers le site du Gris Montréal, qui a aussi des ressources pour les autres régions du Québec, que ce soit si vous vous posez des questions, si vous êtes dans une famille qui ne vous accepte pas, que vous avez besoin de secours, si jamais vous avez des pensées noires aussi, qui sont des choses qui arrivent souvent pour les gens de la communauté qui n'ont pas de soutien. Sachez qu'il y a des gens qui sont là, qui sont disponibles pour vous aider. J'ai connu des gens qui travaillaient au Gris. Ce sont d'excellentes personnes qui sont disponibles pour vous aider. Let's go! Alors, Benoît, est-ce que tu es prêt? Est-ce que je mette encore un peu de Satan dans ton café? Emmène-moi-en une double portion, s'il te plaît. Il n'y en aura pas. Spoiler alert, il n'y en avait pas. Partie 1. Little Liz. Oh. Notre histoire se passe à San Antonio, une ville située au centre-sud du Texas qui abrite une importante communauté hispanique. Même quand elle était bébé, Elizabeth Ramirez était considérée comme petite pour son âge. Enfant, elle aimait se tenir en équilibre sur la pointe des pieds et sa mère Gloria plaisantait qu'elle deviendrait un jour ballerine. Alors qu'elle est encore très jeune, le père d'Elizabeth déserte sa famille de 6 enfants, mais la famille demeure tissée serrée. La fin de semaine, ils font des barbecues dans la cour arrière et l'été, ils prennent des vacances ensemble au bord de l'eau. À l'école secondaire, malgré le fait qu'elle mesure à peine 4 pieds 9 pouces, soit environ 1,50 m. D'où Little Liz. Oui. Elizabeth fait partie de l'équipe de basketball, où ses coéquipières lui attribuent le surnom de Little Liz. Alors aussi, juste pour vous laisser savoir, des fois, je vais appeler Elizabeth par son surnom Liz, mais c'est toujours la même personne, Elizabeth Liz. Étudiante douée, elle rencontre toutefois des difficultés quand, à l'âge de 16 ans, elle commence à expérimenter avec la drogue et à fréquenter des garçons, ce qui provoque de nombreux conflits avec sa mère.
Les choses atteignent un point culminant quand Élisabeth est hospitalisée suite à une overdose provoquée par des pilules de Xanax qu'elle avait dérobées à sa mère. On est en quelle année, là? Début des années 90. OK. Non, fin 80. OK. Après avoir obtenu son congé de l'hôpital, Élisabeth est mise à la porte du domicile familial. À la recherche d'un toit, elle atterrit chez Rosemary, sa sœur aînée, son conjoint Javier Limon et les 2 filles du couple, V et S. Elles sont OK. mineures, je ne donne pas de nom. Elle quitte cependant quelques mois plus tard en raison de tensions avec Javier. Élisabeth décide alors de partir en appartement avec une amie de l'école. Les 2 filles s'entendent bien. Très bien. Bientôt, Élisabeth et sa coloc forment un couple, OK. ce qui enfonce le dernier clou dans sa relation houleuse avec sa mère. Gloria renie sa fille et celle-ci doit se débrouiller pour subvenir à ses besoins. Élisabeth cumule les petits boulots. À un certain point, elle jongle entre des emplois à temps partiel chez Arby's, OK. Taco Cabana et HEB, une chaîne de supermarchés exclusive au Texas, en plus d'aller à l'école secondaire. Fun fact, je suis déjà allé au HEB de San Antonio en 2019. C'est absolument immense. Et la population, les travailleurs là-bas sont presque tous hispaniques. Il y a une énorme communauté hispanique là-bas. C'est ce que j'avais observé. C'était beaucoup une communauté très hispanique et très catholique. Ouais, vraiment. C'est une très belle ville, par exemple. J'ai pas regardé de photos, je te crois. Il y a comme une rivière dans le milieu, puis il y a un water walk où est-ce qu'on peut marcher. C'est vraiment quelque chose. Pour les États-Unis, j'ai pas dépassé... je pense que le plus loin que j'ai été, c'était le Maine. Oh, OK. T'es jamais allé à New York? Ah oui, j'étais à New York. Ah, C'est et plus voilà. bas. Non, mais j'ai déjà dit à mon chum que aux États-Unis, je veux pas aller dans aucun des États qui ont le droit d'avoir des guns. Oh boy, oui. Tu restes frette quand t'en vois un la première fois, mais j'en ai pas vu tant que ça. Mais j'ai vu un gars qui frenchait sa blonde à pleine bouche avec un 9 mm sur la hanche au Grand Canyon. Puis j'étais comme, il a peur de quoi? Il va tirer Grand le vide. Canyon? Ouais, il va tirer le vide. D'un coup qu'elle tombe dans le canyon, il va tirer sur le canyon. Absolument. Mais non, mon chum, lui, a fait un road trip, il a suivi la route 66. OK. Puis il dit, la première fois que t'es juste comme dans un restaurant en train de manger ton déjeuner, puis il y a un gars qui arrive avec son AK-47, tu restes bête en esti. Ah ouais, j'imagine. Ça, j'en ai jamais vu, par exemple, des Ah guns ouais, automatiques aux États. Ça me terrifie. Ouais, j'imagine. Je veux même pas en voir un. C'est comme Ouais, à puis ce c'est une point-là. machine à donner la mort, cette affaire-là, là. Non. Pourquoi t'amènes ça chez Subway, là? Non. Tu sais, tu vas manger tes grits avec ton AK-47 chez Denny's, là? Oui, avec le AK-47. Il va y donner un nom, genre il va l'appeler Denise. Denise, ouais. On va emmener Denise chez Denise. Exactement. Malheureusement, à peine 6 mois avant sa graduation, Élisabeth n'en peut plus et elle décide d'arrêter ses études. Partie 2, la famille choisie. Là, je sais, Benoît, tu me fais des faces tristes, puis Rafi aussi est triste, notre preneuse de son. Mais rassurez-vous, les choses vont bientôt s'améliorer pour Élisabeth. Tout d'abord, Gloria s'en veut d'avoir abandonné sa fille. Ah, Les 2 femmes vont se réconcilier et Gloria va même trouver un emploi pour Élisabeth à la maison de retraite où elle travaille. En très peu de temps, les locataires tombent sous le charme de la jeune femme et tous félicitent Gloria d'avoir élevé une fille aussi aimante et généreuse. ben, tant mieux, Gloria. Je suis vraiment content qu'elle ait priorisé son rôle de mère sur des croyances qui sont absolument pas importantes. Puis Jésus, là, il était comme vraiment woke. Ouais, vraiment, C'était Jésus, il comme était très top woke, là. woke de son époque. Là. C'était même Genre, pas un homme yo. blanc. How dare you? Tu viens de scraper le Noël de plein de monde. Là. Absolument. Ensuite, malgré le côté hyper conservateur de San Antonio, Élisabeth va rencontrer un groupe d'amis formé de femmes qui sont elles aussi ouvertement lesbiennes. À titre de parenthèse, même si le Texas, particulièrement Houston, est considéré comme relativement libéral pour un État du Sud, je pèse mes mots, les choses étaient fort différentes pendant les années 90. Par exemple, ce n'est qu'en 2003 que la Cour suprême des États-Unis a déclaré inconstitutionnelle une loi qui faisait de la sodomie un acte illégal au Texas lorsqu'elle était pratiquée entre hommes. Ah, parce que quand c'est pratiqué avec un homme et une femme, c'est correct? Oui, parce que ça, Jésus a dit que c'était correct. Jésus, c'est-tu vraiment prononcé sur la sodomie? Ben, Sodome et Gomorrhe.
mort. Ben, ouais, Oh! c'est comme un gars de l'Ancien Testament dont tout le monde se calisse. Ils ont ajouté ça à la Bible pour ajouter des pages puis se faire payer Oui, plus. Là. exactement comme Honoré de Balzac. Absolument. C'était une blague drainée. Shout-out aux gens qui ont étudié en littérature. Là. Ouais, ils sont comme, ouais, c'est nous autres. Aussi, ce n'est qu'en 2015 que le mariage gay est devenu légal au Texas. Il y avait des États où est-ce que c'était légal, mais vraiment, c'est notre cher Barack Obama qui l'a décriminalisé dans l'ensemble des États-Unis. Pour qu'on s'en rappelle et pour qu'on se donne une petite tape dans le dos, le Canada, c'est en 2005. Ça a quand même pris du temps. Oui. Puis si je me rappelle bien, il y a 2 gars qui se sont garrochés à l'hôtel la première journée que c'était... Que c'était légal, oui. Absolument. Je pense que... C'est un humoriste qui a dit ça, je ne sais plus c'est qui. Je pense que c'était Bill Burr qui avait dit. Je sais pas pourquoi ils interdisent le mariage gay. Il dit il y a juste les personnes LGBTQ qui veulent se marier maintenant. Là. Ils maintiennent l'industrie du mariage à flot. Les personnes LGBTQIA+, qui nous écoutent et qui sont mariées, on espère que vous êtes heureux, que vous allez bien, que tout se passe bien. On vous aime. Par contre, au moment d'écrire ces lignes, allez-vous être surprise, si je vous dis que l'État a beaucoup régressé sur ce terrain. En 2023, le Texas a passé une loi interdisant les bloqueurs de puberté et la prise d'hormones pour les personnes mineures, en plus de restreindre les équipes sportives auxquelles peuvent se joindre les personnes trans. Les lois sur ce que l'on qualifie d'inconduite sexuelle ont également été révisées afin de potentiellement inclure les performances de drag queen. Oh! Par contre, on l'a échappé belle parce qu'une loi interdisant toute mention d'orientation sexuelle et d'identité de genre à l'école n'a pas été remise à temps pour être votée et a donc été annulée. Merci les calendriers, I guess. Et si vous êtes une personne étrange comme moi qui suivez beaucoup l'actualité aux États-Unis pour, comme j'ai dit à Ben, et pour citer Rage Against the Machine, Know Your Enemy, ça a donné lieu à des débats tellement flyés parce que des gens qui étaient contre cette loi faisaient remarquer aux gens qui étaient pour cette loi, oui, mais si je dis Abraham Lincoln et sa femme, ben je viens de faire une mention à son orientation sexuelle. Ouais. Hétérosexuelle est une orientation sexuelle. Ouais. Comme les gens à qui il faut rappeler que même que ces gens qui disent comme « Moi, je compte les pronoms! Mes pronoms, c'est « va chier! » T'en as des pronoms. Ouais, clairement. T'en as. C'est sûr que ça s'en va pas. au genre auquel tu t'identifies. Ouais. Pour en revenir à Elisabeth, celle-ci a d'abord, comme j'avais dit, elle a fait la rencontre de ses futurs amis. Alors, Elisabeth a d'abord fait la rencontre de Christy Maya, alors qu'elles travaillaient toutes les deux dans un HEB. Christy est née dans l'État du Montana et sa famille a déménagé au Texas alors qu'elle n'avait que 3 ans et que son père avait été transféré de base militaire. Depuis, ses parents avaient divorcé. Son père, comme le père de Liz, n'était plus vraiment dans le portrait et la mère de Christy éprouvait beaucoup de malaise par rapport à l'orientation sexuelle de sa fille. Christy et Elisabeth se lient rapidement d'amitié et décident d'emménager ensemble dans un appartement co-signé par Gloria, la mère d'Elisabeth. Hey, elle a déménagé, Elisabeth, un méchant coup avant l'âge de quoi? Je pense que les personnes LGBTQIA+, qui ont eu des familles avec qui ont eu des problèmes d'entendre ça, ils doivent se dire « Ouais, c'est ça. » Puis cette précarité sociale. La là, précarité d'habitation sociale, etc. Puis quand j'avais fait mon épisode sur Joe Rose, pour les gens qui s'en rappellent, Joe aussi a déménagé à de nombreuses reprises avant que son père ait un changement de mentalité et décide d'aider son fils et lui loue un appartement. C'est des combats que les personnes LGBTQ ont à livrer qu'on voit pas souvent puis tout le temps. Fait que c'est vraiment important qu'on les souligne ici. Puis, avec la crise du logement, maintenant, le filet social est rendu très mince. Donc, il y a beaucoup de jeunes LGBTQIA+, qui risquent de se retrouver à la rue quand ils ont des familles qui sont pas très ouvertes à leur identité. Des choses à garder en tête. Ensuite, il y a Cassandra Cassie Rivera. Âgée d'à peine 20 ans, celle-ci était déjà mère de 2 jeunes enfants, un garçon et une fille.
Toutefois, après avoir fait la paix avec son attirance pour les femmes, elle s'est séparée du père de ses enfants et s'est fait mettre à la porte par sa mère. C'était presque une mode dans ce temps-là. Là. Ben, tu sais, on est dans les années 90, on est dans une communauté qui est très catholique, Très conservatrice très aussi. On est au Texas. conservatrice. Donc, ultra catholique, conservatrice. Donc, non, quand tu as un enfant qui est LGBTQIA+, tu le gardes pas chez vous. Ouais. Même si la religion nous apprend à pardonner puis à aimer, ben, on dirait qu'il y a comme des petits caractères que moi, personnellement, j'ai jamais vus. Mais whatever, il y en a qui les ont vus, apparemment. Un soir, en allant commander une pizza dans un Little Caesars du quartier, elle fait la rencontre de Anna Vasquez, qui y travaillait. Et selon les deux femmes, ce fut Love at First Sight, ou Love at First Bite, si vous me le permettez. Tomber en amour dans un Little Caesar, je trouve ça très romantique, personnellement. Et là. très américain. Oui, vraiment. Très délicieuse pizza carrée. Là. Ils sont carrés? Ouais. Ah, ben coudonc. Au secondaire, Anna et Elisabeth avaient joué ensemble dans la même équipe de volleyball. Oh! Anna était connue pour sa bonne humeur et sa radio portable qu'elle traînait partout pour jouer Friends in Low Places de Garth Brooks. Oh, quelle excellente chanson. Là. Qui- Mais attends un peu, Elisabeth jouait au basket et au volleyball Oui, c'est- à 4 pieds elle 9. était très sportive. Wow, parce que Oui, le volleyball aussi, ça fly haut. là. au basket, je peux comprendre parce que plus t'es petit, plus t'as le ballon qui est près du sol. Puis quand tu joues avec des grandes échasses, ils vont avoir de la misère à te Ouais, tu fais des l'enlever. passes. Exactement, mais au volleyball, Non, ça disait qu'elle joue aussi au volleyball. Donc, moi, très je sportive. respecte son athlétisme. Là. Puis moi, qui aime Friends in Low Places de Garth Brooks, Ah là, oui, Anna, c'est est après mon cœur. là. un gros hit de karaoké, mais il faut être en boisson pour la chanter correctement. Ah, mais ça, c'était la chanson à mon père. là. Je me rappelle qu'il la faisait jouer dans l'auto, puis let's go, là, ça me rappelle des souvenirs. Oh my God. I got friends in low places. La famille d'Anna était plus ouverte par rapport à son orientation sexuelle, mais la jeune femme se rappelle quand même avoir dû subir des regards et des chuchotements quand elle se promenait en public avec Cassie. J'ai une joke tellement mauvaise en tête. Là. Je sais comme ils l'ont laissé vivre dans le garage ou quoi. Non, Désolé. il paraîtrait que c'était celle que sa famille était le plus Ok. ouverte et accueillante. Bon. Cassie et Anna habitaient ensemble et Anna traitait les enfants de sa conjointe comme les siens. Fait que Elisabeth, Christy, Cassie, Anna. Exactement. OK. On est en voiture. Le Puis couple... Friends in Low Places qui joue. Exactement. Le couple avait des projets pour l'avenir. Anna étudiait pour devenir infirmière et Cassandra rêvait de devenir mécanicienne et travaillait déjà pour AutoZone, un détaillant de pièces et d'accessoires automobiles pour ceux et celles qui ne connaissent pas cette entreprise américaine. Pour en revenir à Christy, celle-ci espérait pouvoir compléter des études en médecine vétérinaire quand elle aurait assez d'argent pour retourner à l'université. Je les aime tellement déjà, Audrey, là. Ah non, C'est comme un cast d'un sitcom. Ça me fait tellement de peine de penser qu'ils vont se ramasser de la bullshit texane de panique satanique. Non, Je les aime, j'aime déjà ces 4 femmes, là. Elles ont l'air d'être vraiment comme des amies exceptionnelles. Ouais. Elisabeth, du haut de ses 20 ans, se sent un peu perdue. Bien qu'elle aime son travail à la résidence pour aînés, elle vient d'être nommée gérante du Arby's où elle travaille depuis le secondaire. OK, elle a 2 jobs. Ouais, mais c'est comme... J'avais de la misère à comme éclaircir son statut d'emploi à cette époque-là parce que ça disait qu'elle aimait vraiment beaucoup travailler dans la résidence pour aînés. Puis là, après, ça disait comme « elle était gérante du Arby's ». Fait que c'est un petit peu mélangé. Je sais pas trop. Peut-être qu'elle avait pas assez d'heures, donc peut-être qu'elle avait gardé ça. Je l'aime encore plus. Mais c'était une fille qui était travaillante. Puis aussi, des détails que j'ai vus, c'est que justement, quand elle a renoué avec sa mère, ben, comme elle était super proche de ses frères et sœurs, puis beaucoup de l'argent qu'elle gagnait, elle le donnait à ses frères et sœurs pour qu'ils puissent avoir des vêtements neufs pour aller à l'école. Donc, c'était vraiment quelqu'un qui avait le sens de la famille. Ouais, c'est une grande sœur. Même quand la famille tourne son dos, t'es lâche pas. C'est une vraie de vraie, là. Donc, c'est ça. Elle venait d'être nommée gérante du Arby's, Elizabeth. Un autre événement ébranle aussi ses plans pour l'avenir. Encore un peu confuse par rapport à sa sexualité, ce qui est parfaitement normal. À cet âge-là. Surtout à cet âge-là, comme quand tu commences à découvrir ton attirance, mais est-ce que tu es vraiment un côté ou est-ce que tu es bisexuel, est-ce que tu es pansexuel? Je veux dire, la sexualité, c'est un spectre, c'est normal de se poser des questions. Donc, elle avait à nouveau été brièvement en couple avec un homme. La relation avait toutefois échoué et quelques temps après sa séparation, Elisabeth apprend qu'elle est enceinte. Oh! Par contre, elle décide qu'elle veut garder le bébé. Tellement une trooper, cette fille-là.
On dit que ça prend un village pour élever un enfant. Mhm. Avec Christy, Anna et Cassie à ses côtés, Élisabeth, elle l'avait son village. Partie 3. Ce qui est arrivé chez Tante Liz. À l'été 1994, Rosemary, la sœur aînée d'Élisabeth, est séparée du père de ses filles. Elle a également quitté le Texas pour vivre avec son nouveau conjoint à Denver, dans le Colorado. Donc, elle va faire du ski. OK, ben, tant mieux. Malgré tout, Elle mérite. j'espère que Rosemary a trouvé mieux, parce que vous allez voir que c'est séparé pour d'excellentes raisons. Malgré tout, Élisabeth continue de voir ses nièces, acceptant de les garder quand Javier Limon, l'ex de sa sœur, le lui offre. Gloria, la mère d'Élisabeth et de Rosemary, n'aime toutefois pas que Élisabeth ait encore des contacts avec Javier. À plusieurs reprises, elle demande à Liz de se distancier de leur ancien gendre et beau-frère. Oh non, je pense que je sais qu'est-ce qui s'en vient. Là. Mais Élisabeth refuse. Ce sont mes nièces, je les aime. Au mois de juillet, elle accepte même de garder les filles à son appartement pendant une semaine en entier. Malgré son horaire de travail chargé et sa grossesse, elle sait qu'elle peut compter sur ses amis pour lui donner un coup de main. Cassie va même venir accompagnée de ses propres enfants pour tenir compagnie à V et S, qui avaient alors 9 et 7 ans. Un matin de septembre, on cogne à la porte de l'appartement d'Élisabeth et Christy. Élisabeth est surprise. Elle vient tout juste de revenir de son corps de travail au Arby's. De l'autre côté de la porte, un homme se présente. Détective Thomas Mateca de la police de San Antonio. Il informe Élisabeth qu'il travaille avec l'unité des homicides et qu'il enquête actuellement sur un crime de nature sexuelle. Mateca demande à la jeune femme de l'accompagner au poste afin de répondre à quelques questions. Malgré sa confusion, Liz accepte de suivre. Une fois dans la salle d'interrogatoire, Mateca demande à Élisabeth si elle connaît Javier Limon et ses deux filles, V et S. Celle-ci répond que oui. Elle confirme aussi que les deux petites avaient passé une semaine complète à son appartement. C'est à ce moment que le ton du détective change. Celui-ci informe Liz que les deux fillettes ont raconté à leur père et leur grand-mère qu'elle et 3 de ses amis les avaient agressées sexuellement pendant leur séjour à son appartement. Malgré le choc, Liz nie les allégations. Mateca lui demande alors une série de questions sur sa vie personnelle. Avait-elle déjà été en couple avec une femme? Oui. Avait-elle laissé ses nièces seules en compagnie de ses amis? Oui. Est-ce que ses amies sont lesbiennes? Oui. Selon les allégations faites par les fillettes, alors qu'elles étaient chez leur tante Élisabeth, cette dernière et ses amis leur auraient fait des attouchements. Elles auraient aussi vu les 4 femmes fumer de la drogue et se promener les seins nus. Elles allèguent que les femmes auraient consommé de la poudre blanche en leur présence et que Liz les aurait menacées avec un fusil dans le cadre d'un rituel satanique. Ça sonne exactement. C'est pour ceux et celles qui ont entendu plutôt notre épisode sur l'école McMartin. Ça sonne un peu comme des lignes de dialogue qu'on soumet à un enfant pour les répéter. Là. Mais là, Ben, tu nous pètes des punchs. Là. Ah, je suis désolé. Je vois à l'avance. Élisabeth est abasourdie, elle ne comprend pas ce qui se passe. De l'autre côté de la table, le détective l'informe que si elle est reconnue coupable de ce crime, elle sera séparée de son fils qui devait naître dans 4 mois. Quelques jours plus tard, Cassie et Anna se promènent ensemble dans un parc. Si celle-ci faisait habituellement attention de ne pas être trop démonstrative en public, ce matin-là, Anna est particulièrement affectueuse. Quand Cassie l'informe qu'elle est mal à l'aise, Anna réplique qu'elle en a assez de se cacher et que, de toute façon, elle n'en a rien à foutre de l'opinion des gens, puisqu'il ne leur reste que si peu de temps ensemble. Choquée, Cassie lui demande ce qu'elle veut dire par là. À ce moment, Anna annonce la mauvaise nouvelle à son amoureuse. Élisabeth est accusée d'avoir agressé sexuellement ses nièces. Et elle aussi. Mais attends, ouais, tout le monde est accusé là-dedans. Là. Oui. Je sais même pas par quel bout le prendre. Là. Christy Mayhew était quant à elle chez sa mère quand la police a encerclé l'immeuble, lui ordonnant de sortir seule, les mains sur la tête. Oh. Partie 4. Un trou de cul. Elisabeth Ramirez, Cassandra Rivera, Christy Mayhew et Anna Vasquez, toutes âgées de 20 ans, sont arrêtées et accusées d'agression sexuelle et de comportement indécent à l'endroit des nièces d'Elisabeth. Dans les médias, alors qu'elles tentent de plaider leur innocence, elles sont baptisées les San Antonio Four et beaucoup d'encre coule au sujet du danger homosexuel et satanique que représentent les jeunes femmes. Au moment de son arrestation, Élisabeth venait à peine d'accoucher.
À son arrivée en prison, on a même dû la nettoyer parce qu'elle avait eu une montée de lait dans l'autopatrouille. À ce jour, Elisabeth affirme que ce moment où on a retiré son fils de ses bras pour l'amener en prison, c'est son souvenir le plus douloureux. La plupart des gens n'ont pas à vivre ça, là. Elle n'aurait jamais dû vivre ça non plus. Ah, j'ai l'impression que ça fait juste commencer, ça. Hein? Avec l'aide de leurs avocats, les 4 femmes tentent de démontrer que l'histoire racontée par les fillettes ne fait aucun sens, puisque, selon le témoignage livré à la police, elles étaient toutes présentes au moment de la supposée agression. Toutefois, en raison de leurs horaires de travail, à aucun moment les amies ont toutes été présentes au même moment dans l'appartement. Elisabeth plaide également auprès de son avocat pour qu'une enquête soit menée auprès de la personne qu'elle est persuadée qui est à l'origine de toute cette affaire. Javier Limon, l'ex de sa sœur, le père de ses nièces. Javier Limon, c'était un opérateur de machinerie lourde qui avait été en couple avec Rosemary Ramirez, la sœur aînée d'Elisabeth, avec qui il a eu 2 filles. Toutefois, pendant l'entièreté de sa relation avec Rosemary, il avait tenté de faire des avances à Elisabeth, qui lui avait toujours dit non. Sans cesse, Javier offrait de conduire Liz au travail, de lui prêter de l'argent quand elle en avait besoin, et lui laissait de longs messages sur sa boîte vocale. Il lui avait également écrit de longues lettres d'amour dans lesquelles il appelait sa belle-sœur « mon petit ange ». Rosemary, elle avait collé, hein? Rosemary avait dit « Touche pas à mon ex de près ou de loin, entretiens pas de relation avec lui. » C'était Gloria, en fait. C'est Gloria? Ok, je m'excuse, je me suis mélangé. Elle l'avait senti, là. Elle dit « C'est un tabarnak. » Ou, je sais pas comment on dit en espagnol. Un pendejo. Un pendejo! Oui, Javier appelait Elisabeth Angelita, mon petit ange. L'espagnol est tellement une belle langue. En passant, les gens qui nous écoutent, qui parlent en espagnol, mes compliments. Même les choses dégueu sonnent belles. Là. Dans cette lettre, il lui faisait part de ses plans de quitter Rosemary pour vivre avec elle et lui donnait des instructions pour l'appeler à certaines heures précises. Chose que Elisabeth n'a absolument jamais faite. À la fin de chaque lettre, il demandait à son interlocutrice de garder le tout secret et signait de son propre nom. Toujours, Liz avait rejeté les avances de Javier. Anxieuse à l'idée de blesser sa sœur en dénonçant les indiscrétions de son beau-frère, Liz s'était confiée à ses amis ainsi qu'à sa mère, Gloria, à qui elle avait remis les lettres. Quelle attitude de pique, sérieux, là? Anna se souvient avoir dit à de nombreuses reprises à Liz d'appeler la police, surtout après que son amie lui ait dit qu'elle craignait que Javier ne fasse quelque chose pour lui nuire. Ben, newsflash, il l'a fait. Javier, il a de l'air comme... Dans un film Pixar, il serait joué par une taupe dépressive. Là. Je manque de mots pour décrire à quel point il a l'air d'un salaud. Il a l'air d'un monsieur que, s'il est seul dans une pièce avec un enfant, il y a quelqu'un qui vient chercher l'enfant. Ouais, puis il a l'air d'un monsieur qui n'a pas d'affaire à écrire des lettres d'amour à sa belle-sœur de 20 ans. Là. Exactement. Inquiète pour ses filles, Gloria avait tenté de confronter son gendre au sujet des lettres. Quand Javier nie que de telles lettres existent, sa belle-mère les lui tend et pointe sa signature au bas de chacune. Furieux, Javier s'était contenté de s'enfuir, répétant que ce n'était pas lui. En passant, shout-out Gloria d'avoir cru ses filles et de l'avoir confrontée. Hey, comeback Gloria, là, qui a fait une erreur. Comeback kid. Qui a fait une erreur, qui a fait le Redemption Tour de 1993. Je suis là pour mes filles. J'ai fait une erreur, mais je suis une power maman. Je spot les enfoirés avec le pouvoir de ma sagesse. Quand Javier apprend qu'Elisabeth est enceinte et qu'elle a l'intention d'élever seule son enfant, il est persuadé que son moment est venu. My time to shine. Nouvellement séparé de Rosemary, il propose à Elisabeth de l'épouser, promettant de s'occuper de son fils comme si c'était le sien. Mais là, attends un peu, là. Le gars, il est éperdument en amour avec elle, puis là, il la fait arrêter pour... Ça n'a pas été prouvé. Mais est-ce qu'on est en présence, encore une fois, du type de troglodyte qui fait « si je peux pas l'avoir, personne peut l'avoir, puis elle va pourrir en prison ». C'est plus du contrôle. C'est quelqu'un qui... Je vais avoir d'autres anecdotes sur Javier plus loin dans le... Hey, je l'haïs, ce style-là. Dans l'épisode, mais c'est vraiment... Ça fait quoi? Ça fait 20 minutes qu'on parle, je l'haïs déjà. Là. C'est vraiment le désir de contrôler les femmes de son entourage. Ben, écoute... D'asseoir son autorité sur toutes les femmes qui croisent son chemin. Il doit les manipuler, les dominer, les posséder, les contrôler. Je l'haïs à fond.
Par contre, Élisabeth va refuser cette magnifique offre. Et selon Élisabeth, c'est ce refus qui aurait décidé Javier à passer à l'acte. De son côté, Javier Limon, en entrevue avec Maurice Chammah, nie avoir jamais éprouvé des sentiments à l'endroit de la petite sœur de son ex. Il affirme aussi que ces lettres avaient été rédigées par Rosemary afin de lui retirer la garde de ses enfants. Ah, bien sûr, bien sûr. Absolument. Selon lui, le nouveau conjoint de Rosemary, un ancien ami à lui, avait déjà fait un séjour en prison au cours duquel il avait appris à imiter les signatures d'autrui. C'est ça qu'on fait en prison, tu sais, on apprend à commettre d'autres crimes. Écoute, je comprends pourquoi tu as parlé de lui comme dans un film de Pixar. Là, c'est un vilain, là, c'est un méchant. Je peux même pas croire que des gens l'ont cru. Là. Avec Elisabeth et Gloria, ils auraient donc fomenté un complot visant à l'accuser d'infidélité pour lui retirer la garde de ses filles. En passant, une infidélité, c'est pas nécessairement quelque chose qui va faire qu'on va t'enlever la garde de tes enfants. Là. C'est plus comme que t'es juste pas apte à t'occuper de tes enfants. Ouais, puis je veux dire, y avait-tu une autre conséquence au refus des avances? Je veux dire, il aurait juste pu se retourner de bord puis se mettre beau, aller dans un bar puis croiser une autre femme, là? Ah, mais attends, je vais avoir d'autres anecdotes. Oh non! Anecdotes. C'est vraiment le mot qui s'applique. Mais quel enfoiré, là! Partie 5. Le procès de Liz. Le procès d'Elisabeth Ramirez a lieu en février 1997. Assise dans le box des accusés, on lit les chefs d'accusation qui pèsent contre la jeune femme, agression sexuelle contre un enfant et comportement indécent devant un enfant. L'avocat de la couronne, Philippe Casson, déclare dans son discours d'ouverture qu'Elisabeth Ramirez a offert ses nièces à ses amis tels des agneaux sacrificiels. Au milieu de toutes ces horreurs, à la surprise de l'accusé, l'aînée de ses nièces, qui est maintenant âgée de 11 ans, lui sourit et lui fait même des signes de la main. Parmi les 12 jurys qui détermineront de l'avenir d'Elisabeth, on compte Lonnie Gentry, qui sera nommé le président. Celui-ci était pasteur et avait affirmé, lors de la sélection du jury, que bien qu'il croyait que l'homosexualité est un péché, qu'il ne laisserait pas ses convictions teinter son jugement. Les avocats de la couronne et de la défense s'étaient longtemps disputés, mais Gentry finit tout de même par être choisi. Aussi dans le jury, on compte l'épouse d'un autre pasteur qui avait quant à elle affirmé s'opposer au mode de vie de l'accusé. Et moi, je m'oppose à ce que tout le monde soit un pasteur au Texas. C'est quoi votre problème? Trouvez-vous une vraie job? On est au Texas ici, c'était leur version d'un compromis. Alors, on va entamer les témoignages avec Serafina Limon, la grand-mère paternelle des deux fillettes et la mère de Javier Limon. Je l'ai elle aussi! Selon elle, quelque temps après le séjour de ses petites filles chez Elisabeth, c'était à son tour de les garder alors que son fils était au travail. Selon sa version des faits qu'elle avait relatée à la police, elle était occupée dans la cuisine alors que les fillettes jouaient dehors. C'est à ce moment que la plus jeune est entrée, paniquée, affirmant que sa sœur déshabillait ses poupées et les faisait s'embrasser. En passant, si on devait aller en prison pour avoir fait ça, les prisons déborderaient. Les prisons déborderaient de jeunes personnes. Des poupées ou les Sims. Ah oui, clairement. Oh mon Dieu, je ne sais pas savoir ce que j'ai fait avec mes Sims. J'ai fait des affaires beaucoup pires que les faire baiser ensemble. J'ai fait des crimes de guerre dans les Sims. Prise de cours, la grand-mère a questionné l'aînée à savoir où elle avait vu de telles choses. La petite fille lui aurait alors répondu qu'elle ne pouvait pas lui dire parce que quelqu'un les avait menacés, sa sœur et elle. Lorsque leur père est revenu du travail, les filles ont accepté de raconter comment elles avaient été agressées par leur tante Elisabeth et ses amis. Serafina Limon ajoute que lorsqu'elle est allée récupérer les filles au terme de leur séjour chez leur tante, que celle-ci lui avait semblé brusque, moins sympathique qu'à son habitude, qu'elle n'était plus la petite fille joyeuse qu'elle avait toujours été. Elle était une adulte, elle avait des responsabilités. Puis moi, je suis comme, « Hey, Serafina, peut-être que Elisabeth, elle était moins sympathique parce qu'elle était fucking enceinte et qu'elle avait 3 jobs puis qu'elle était en train de garder les nièces du deadbeat ex de sa sœur. » Puis qu'elle avait peut-être pas le goût de te voir, Serafina. Ça arrive. C'était peut-être un mauvais moment aussi, Serafina. Ensuite, c'est à V, l'aînée des fillettes, de témoigner. Selon elle, après avoir passé plusieurs jours à l'appartement de sa tante Liz sans que rien d'extraordinaire n'arrive, celle-ci l'aurait appelée de sa chambre un après-midi. En arrivant de la pièce, la fillette constate qu'Elisabeth avait bu de la tequila
et qu'elle était seins nus en compagnie de ses 3 amis, elles aussi seins nus. Il y avait... Moi, j'ai déjà bu de la tequila tout nu, mais il n'y avait pas d'enfant dans l'endroit. Là. Ben, j'aimerais aussi vous rappeler qu'Élisabeth était enceinte puis qu'elle a fait le choix de garder son enfant. Puis je veux dire, elle avait pas le mode de vie d'une personne qui aurait fait ce genre de choses. Elle avait l'air beaucoup, beaucoup trop occupée pour ça. Si vous voulez boire de la tequila tout nu, je vous encourage. C'est toujours le fun. Quand vous vomissez, c'est plus facile à nettoyer. Absolument. Mais aussi, pourquoi boire de la tequila quand tu peux juste appeler la police? Aussi. C'est pas une blague de moi, c'est une blague de mon humoriste préféré, Dylan Moran. Je cite la fillette. Il y avait des liquides, de la poudre, des seringues. C'est là que les femmes auraient plaqué la petite sur le lit pour l'embrasser, la forcer à boire, je la cite, un liquide très froid et lui insérer un tampon dans le vagin. C'est à ce moment que Javier Limon aurait téléphoné pour prendre des nouvelles de ses filles. My God, que c'est tellement staged. Élisabeth aurait laissé V répondre, pressant un fusil contre sa tempe si jamais elle devait révéler quoi que ce soit. La police a fouillé chez Élisabeth, ils n'ont jamais trouvé d'arme à feu. C'était ma première question. Ils n'ont jamais trouvé de poudre. Il y avait une bouteille de tequila, mais comme... Je pense que comme le 3/4 des gens qui nous écoutent présentement ont des bouteilles de tequila chez eux, j'en ai une aussi. Il y en a encore plus au Texas. Mais aussi, moi, c'était le détail, lui insérer un tampon dans le vagin. Ça sonne comme quelque chose raconté par des personnes qui n'ont aucune idée c'est quoi le sexe lesbien. Absolument. Puis je veux dire, c'est quoi? Il voulait qu'elle vive sa puberté. Il voulait qu'elle vive sa puberté de force? Non, mais c'est clairement parce qu'ils voulaient l'accuser d'avoir violé un enfant, mais là, ils se sont rendus compte, oh, wait, c'est une femme. Ah, qu'est-ce que les femmes, ils font quand ils font l'amour? OK, qu'est-ce que les femmes peuvent s'insérer dans le vagin? Un tampon! Ça sonne comme un homme qui a aucune idée c'est quoi du sexe entre femmes. Ça sonne comme un homme qui n'a pas une très, très grande définition de qu'est-ce que ça peut être du sexe. Je sais pas si c'est une légende urbaine, là, puis je sais qu'il y a quelqu'un dans l'assistance qui va pouvoir me répondre, mais les lois victoriennes étaient très anti-homosexualité pour les hommes, mais il n'y en avait pas pour les femmes parce que personne ne savait c'était quoi que les femmes faisaient entre elles. Ouais. Je sais pas si c'est vrai, il y a des gens dans l'assistance qui vont savoir, je sais, je vous fais confiance, mais il paraîtrait qu'il n'y avait pas de loi contre le lesbianisme parce que les gens qui écrivaient les lois avaient aucune idée de ce que 2 femmes pouvaient faire ensemble parce qu'il n'y avait pas de pénis. Hey, qui l'aurait cru, l'époque victorienne, l'âge d'or du lesbianisme? Sûrement. On spécule. Élisabeth lui aurait alors ordonné d'aller prendre sa douche. Une fois sous la douche, elle aurait entendu sa petite sœur hurler à l'aide. Elle aurait tenté d'aller la rejoindre, mais la porte de la salle de bain était verrouillée de l'extérieur. OK, non, c'est ça, je parle de l'intérieur, tu veux dire. Non, de l'extérieur, elle ne pouvait pas sortir de la salle de bain. Tu peux embarrer quelqu'un dans la salle de bain? Tu peux barrer la porte de la salle de bain de l'intérieur, non, mais tu peux pas embarrer quelqu'un dans la salle de bain. Oh my God, t'es-tu en train de dire qu'elle dit des niaiseries? Absolument. En contre-interrogatoire, Freddy Ruiz, l'avocat d'Élisabeth, demande à V si elle ne confond pas les événements avec une dispute où Javier aurait menacé sa mère avec une arme à feu. Rosemary et son nouveau conjoint avaient par ailleurs témoigné sous serment qu'une telle scène avait bel et bien eu lieu alors que Javier Limon s'était rendu à Denver confronter son ex au sujet de la garde de leur fille. Qu'est-ce qu'il avait fait de la route? Quand même. Ben, il a peut-être pris l'avion. Ben, peut-être pas avec un gun, là. Ou peut-être qu'il qu'il avait acheté un gun à Denver. Je veux dire, aux États-Unis, tu peux Mais aller c'est chez Walmart. pré-9/11, hein? Ouais, aux États-Unis, tu peux aller chez Walmart et acheter un gun. Limon a refusé de répondre aux questions de l'avocat sur l'affaire et s'est contenté de répondre « Il n'y avait pas de fusil ». OK. Par la suite, la couronne appelle à témoigner la docteure Nancy Kellogg, je ne sais pas s'il y avait des liens avec les céréales, qui avait examiné les filles suivant les recommandations de la police. Celle-ci affirmait avoir déjà examiné près de 3500 enfants dans des cas d'abus sexuels. En examinant les fillettes, elle avait trouvé une cicatrice d'environ 2 à 3 mm sur l'hymen de l'aînée, qu'elle affirme être une marque causée par la pénétration. Selon l'experte, la fillette avait répondu à toutes ces questions et ne semblait pas inventer ou ajouter des éléments à son témoignage. C'est ensuite à Liz de témoigner pour son propre compte. Pendant l'interrogatoire de Kazen, elle éclore en sanglots et hurle que jamais elle ne ferait de mal à ses nièces parce qu'elle les aime et ne voudrait jamais qu'il leur arrive quoi que ce soit. À ce cri du cœur, Kazen ne trouva rien de plus intelligent à répondre que O.J. a dit la même chose.
OG a tellement pas dit la même chose, premièrement. Puis deuxièmement, shout out à Liz, qui est tellement trooper, puis qui aime encore ses nièces, même après tout ce qu'elle vit. Elle a resté combien de temps en prison, là? Ben là. De 1995 On à va se rendre à la 1997? fin. Oh, Audrey, ça vient me chercher, ce cas-là, là, je suis désolé. Sans surprise, la majorité des questions de l'avocat de la poursuite étaient en lien avec l'orientation sexuelle de Liz et le Ben et moi, on va vous jouer l'interrogatoire. Théâtre! Le Ben oublie pas d'être un homme très blanc, très hétérosexuel et très républicain. Étiez-vous en couple avec Hannah? Non, Étiez-vous en couple avec Cassandra? non, Étiez-vous en couple avec Christy? non. Pourtant, vous êtes lesbiennes et elles étaient aussi lesbiennes. Ça veut pas dire qu'on est ensemble. Vous étiez juste des amis? Oui, on est lesbiennes et amies. Bon, je pense que je suis un peu confus. Je croyais que vous aviez dit que vous étiez lesbienne et amie. Ça signifiait que vous étiez en couple, non? Non, vous vous confondez vous-même. Je vous ai dit que Christy voulait être en couple avec moi, un couple lesbien. Mais je ne voulais pas être en couple avec elle. Nous sommes des amis, Christy, Cassie, Anna et moi. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes en couple. Ça ne veut pas dire que nous avons des relations sexuelles ensemble, ni même des rapports sexuels. Merci Ben, ton album country va sortir bientôt. Hey, hey, hey! Pow, pow! Le procès ne dure que quelques jours. En quelques heures, le jury trouve Elizabeth coupable et la condamne à 37 ans et demi de prison. Une sentence qui n'a toutefois pas plu à Lonnie Gentry, qui aurait préféré qu'elle écope de la prison à vie. Bien sûr. Selon lui, si Elizabeth avait été un homme, le jury n'aurait jamais hésité à lui donner une telle sentence. Partie 6. Un autre procès super équitable. Un an plus tard, en février 1998, c'est au tour de Cassie, Christy et Anna de subir leur procès. Selon celle-ci, Liz avait pris ses distances avec elle pendant les procédures judiciaires, ce qui les avait beaucoup heurtées. Mais selon Liz, elle s'était éloignée de ses amis pour deux raisons. Tout d'abord, elle espérait qu'en limitant les contacts, que les jurys croient que les femmes n'étaient au final pas si proches que ça et ainsi donner une chance à ses amis de s'en sortir. Ce qui me brise au cœur. Ensuite, Liz était torturée par la culpabilité qu'elle ressentait de faire subir tout ça à celle qui l'avait soutenue dans ses moments les plus difficiles. J'imagine. Question de s'attirer la sympathie du jury, Christy et Anna, qui arboraient habituellement un style vestimentaire plus masculin, avaient été encouragées par leur avocat à troquer leurs jeans et t-shirts pour des robes fleuries ou des blouses de couleur pastel. On est au Texas. Au procès des trois amies d'Elizabeth Ramirez, c'est la cadette des nièces qui témoigne. L'avocate de la poursuite, Mary Kay Delevan, entame les procédures en rappelant au jury que les événements ont eu lieu 3 ans auparavant et que pour cette raison, il était possible que son témoin principal ne se rappelle pas des événements tels qu'elle les avait rapportés à l'époque. Par contre, l'aînée témoigne également et son récit des événements diffère complètement de celui qu'elle avait présenté au procès de sa tante. Cette fois-ci, elle affirme que Christy était présente au moment des faits allégués alors qu'avant, elle était absente. Aussi, l'aînée dit maintenant que c'était Anna et non Liz qui l'avait menacée avec un fusil. La cadette n'aide pas à clarifier la situation. Dans sa déposition à la police, il n'avait jamais été question d'un fusil. Si elle avait autrefois dit que les enfants de Cassie et autres jeunes du voisinage avaient visité l'appartement de sa tante, la fillette affirmait désormais qu'elle et sa sœur avaient été les seuls enfants présents sur les lieux pendant toute la semaine. La poursuite justifie toutefois ces écarts dans les différents témoignages en déclarant que V et S étaient si jeunes au moment des faits que c'était normal qu'elle ait du mal à se rappeler des événements en détail. Les avocats accusent également les journalistes d'avoir mal rapporté les faits, ce qui aurait contribué à réarranger les souvenirs des témoins. C'est tellement terrifiant, la justice, quand on regarde les dessous comme ça. Les gens, une personne qui essaye de faire un cas fait rentrer tous les ronds dans les carrés pour essayer de raconter une histoire qui se tient. Puis tout le monde est coupable, sauf eux. Exactement. Mais ici, on voit que les avocats, ils pédalent pas mal. On blâme aussi la grand-mère paternelle des fillettes, Serafina Limon, d'avoir elle-même omis des détails quand elle avait fait son témoignage à la police. Cette fois-ci, il est moins question de l'orientation sexuelle des accusés. En fait, ce sont les avocats de la défense qui tenteront de démontrer à plusieurs reprises que l'homosexualité n'a rien à voir avec la pédophilie. À leur crédit, c'est vrai que cette vision était encore prévalente à l'époque. Toutefois, l'avocate de la poursuite réplique que les accusés ne faisaient pas l'objet d'une poursuite en raison de leur orientation sexuelle, mais entre vous et moi,
Liz, Cassie, Christy et Anna faisaient 100% l'objet d'une poursuite en raison de leur orientation sexuelle. Puis encore aujourd'hui, je trouve un stigma envers les personnes LGBTQ comme de quoi elles sont hyper sexuelles. Oui. Ça se peut que tu sois une personne LGBTQ puis t'ailles pas le goût de fourrer tout le temps. Puis que t'ailles d'un appétit sexuel complètement normal. Effectivement, tu peux être Et une tu peux personne être- LGBTQ et plus être modeste et être une personne hétérosexuelle et on te demanderait de te calmer, s'il te plaît. Absolument. Je connais des hommes hétérosexuels qui ne pensent pas mal juste avec leur machin. Le 14 février 1998, le jury est prêt à rendre son verdict. Oh, j'ai peur. Cassie, Christy et Anna sont reconnus coupables d'agression sexuelle sur une personne mineure et de comportement indécent en présence d'une personne mineure. Elles écopent chacune d'une peine d'emprisonnement de 15 ans. Comme c'est le cas pour tout individu qui est incarcéré suite à un crime sexuel commis sur des mineurs, les femmes vont avoir la vie dure en prison. Oui. Elles vont être séparées et à un certain point, Cassie sera même placée en isolement après avoir refusé d'assister à un cours visant à réhabiliter les délinquants sexuels. Partie 7. Un ami canadien. Oh! Un ami canadien! Yeah. Et Daryl Otto est enseignant à l'université du Yukon. Oh! Je m'attendais pas à ça! Il vit seul à 65 km de Whitehorse et a pour meilleur ami des chiens huskies. Je l'aime tellement, là, déjà. Là. J'espère qu'il va être joué dans un film par Clint Eastwood. Clint Eastwood n'est pas une bonne personne. Je le sais, mais il pourrait jouer une bonne personne dans un film. J'aimerais mieux qu'il soit joué par Keanu Reeves. Oh, mon Dieu! Quelle bonne idée! Bénéficiant de beaucoup de temps en solitaire, Otto aime faire de la recherche sur des sujets qui ne touchent pas à son champ d'expertise, soit la gestion des ressources naturelles. Il est incroyable. Comme plusieurs qui nous écoutent aujourd'hui, Daryl avait développé une véritable passion pour la psychologie des criminels. Comme lui, ils étaient des marginaux, des gens qui vivaient à l'extérieur de la société. Mais, en fouillant sur Internet, il tombe sur un cas qui le laisse perplexe parce qu'il ne correspond pas au schéma qu'il avait établi pour expliquer le raisonnement derrière différents actes criminels. Ah, il pourrait être joué par Ed Harris aussi, il me semble, non? Peut-être. Il me semble qu'Ed Harris, il fait misanthrope au Yukon qui vit avec des chiens. Là. Ce cas, c'était celui de 4 jeunes femmes du Texas qui avaient été reconnues coupables d'avoir agressé sexuellement 2 fillettes pendant les années 90. Parmi elles, Elizabeth Ramirez, la tante des victimes, avait un profil sur un site web permettant de correspondre avec des personnes incarcérées. J'ai regardé, le site n'était plus en opération, alors ne me demandez pas ce que c'est. Daryl décide d'écrire une première lettre à Elizabeth. Mais il y en a plein des sites comme ça aux États-Unis. C'est pas difficile à trouver. Là. 1 mois plus tard, il reçoit une réponse. Lui qui ne s'entendait même pas à recevoir quoi que ce soit est fort surpris de voir que la lettre fait plusieurs pages et qu'elle est rédigée dans un ton joyeux, presque Wow. amical. Quelle âme, cette fille, hein? Quelle âme en acier trempé, là. Au fil de leur correspondance, J'ai envie qu'elle soit mon amie. c'est effectivement quelqu'un qui a beaucoup de résilience. Ouais, vraiment. Au fil de leur correspondance, Daryl et Liz discutent du crime dont elle a été accusée, du procès et de Javier Limon. Lettre après lettre, Daryl pose les mêmes questions à sa correspondante et chaque fois, ses réponses demeurent les mêmes. Question d'en avoir le cœur net, Daryl décide de se rendre au Texas pour visiter Ramirez en prison. Attends un peu, il faisait quoi, lui, dans la vie? Professeur à l'université du Yukon. De droit? Non, gestion des ressources naturelles, fait que ça devait être un ingénieur en développement durable, quelque chose de même. Ah, il est tellement parfait, là! Ah, c'est toute une personne. Ah, excuse-moi, là, j'étais tellement Ça prend starstruck par son profil que j'avais même pas écouté. Ça prend des Daryl Otto. Ben, mais ça... Après une seule rencontre, Daryl en est persuadé. Elizabeth Ramirez et ses amies sont innocentes. Aussitôt, Daryl entreprend d'aider sa nouvelle amie. Si Elizabeth, Cassie, Christy et Anna avaient déjà entrepris des démarches auprès du Innocence Project, un organisme à but non lucratif visant à faire libérer les individus injustement incarcérés, et de Oprah, Daryl contacte le National Center for Reason and Justice, un organisme créé suite à la vague de fausses accusations et d'emprisonnement injustifiés qui avait eu lieu pendant la panique satanique qui avait secoué l'Amérique des années 80. On s'en rappelle. On s'en rappelle. Le dossier bâti par Daryl Otto échoue sur le bureau de Debbie Nathan, journaliste et auteur du livre Satan's Silence, un livre décortiquant les causes et les conséquences de la panique satanique. Je crois qu'il est toujours distribué. Est-ce qu'elle peut être jouée par Reese Witherspoon, elle? Absolument. Celle-ci était chargée d'étudier les dossiers présentés à l'organisme. En s'attardant au dossier des San Antonio Four,
Ce qui retient l'attention de Debbie Nathan, c'est le rapport produit par la docteure Nancy Kellogg suite à son examination des nièces d'Elizabeth Ramirez. Selon son rapport, l'hymen de l'aînée comportait des marques souvent observées dans des cas d'agression. À la fin de son rapport, l'expert conclut également que le crime pourrait avoir des liens avec le satanisme. Il n'en faudra pas plus pour que Nathan accepte de venir en aide aux femmes connues comme étant le San Antonio Four. Ce sont les avocats Jeff Blackburn et Mike Ware de la branche texane du Innocence Project qui vont entreprendre les démarches visant à faire innocenter Elizabeth, Cassie, Christy et Anna. Entre-temps, Daryl Otto parvient à faire publier un essai sur le site du Texas Monthly qui retient l'attention de Michelle Mondeau, une journaliste spécialisée dans les affaires criminelles pour le San Antonio Express. En passant, si vous ne vous rappelez pas de tous ces noms-là, c'est vraiment pas C'est grave. Michelle Mondo. En effectuant des recherches, la journaliste découvre, et là, Ben, j'espère que ta ceinture sur tes jeans est attachée serrée. Je la tiens. La journaliste découvre que les fillettes avaient déjà fait d'autres allégations d'abus sexuels dans l'État du Colorado. Oh non! Vous savez, Colorado, Denver, nouveau conjoint de Rosemary. Mais qu'est-ce que c'est que cette campagne? OK, là, prendre 2 secondes, là. Si vous, les gars, si vous avez un divorce, puis si la personne que vous avez choisie dans votre cœur ne veut pas de vous, là, allez dans le garage, prenez-vous une bière, écoutez du Creed, pleurez un peu, lancez des wrenches, ça va passer, là. Les campagnes de salissage national comme ça, là, c'est non. Aussi, en restant noble avec l'autre personne, ça aide vos chances d'avoir la garde de vos enfants. Absolument. Puis que vos enfants ne cessent pas de vous parler dès qu'ils ont 18 ans. Mais ça s'en vient dangereusement cinématographique, cette histoire-là. Mon cœur est en train de se remplir d'espoir. J'espère que tu me le briseras pas en 1 million de morceaux. Retenons tous notre souffle. L'affaire avait toutefois été écartée du procès des San Antonio Four, peut-être parce que les accusations n'avaient pas été retenues, donc peut-être qu'il ne restait pas de traces. De ça, j'ai pas réussi à en trouver plus là-dessus. Il aurait quand même pu faire venir un policier qui a pris la déposition pour dire que c'était un esti. Parce qu'il y avait déjà des documents qui disaient qu'il s'était rendu au Colorado puis qu'il avait confronté Rosemary d'une manière assez violente. Qu'il y avait lieu de creuser un peu plus sur ce qui s'est passé à Denver. Là. Aux États-Unis, même quand il n'y a pas eu de crime, ça prend toujours un coupable. Exactement. En décembre 2010, Michelle Mondeau publie un article de fond sur les abus juridiques dont les femmes avaient été victimes. Rapidement, on s'intéresse de plus en plus à l'affaire. Deborah S. Eskenazi, une documentariste, décide même de produire un documentaire sur l'affaire West of Salem. Tout ce travail acharné allait bientôt porter ses fruits. Partie 8, les aveux de Stéphanie. Nous sommes maintenant en août 2012. Stéphanie Limon a 25 ans et est elle-même maman. Donc, on parle de S ici? Exactement. Ouais. Stéphanie Limon, c'est aussi la fille cadette de Javier Limon et l'une des nièces d'Elizabeth Ramirez qui l'a accusée d'avoir abusé sexuellement d'elle dans les années 90. Incapable de vivre avec la culpabilité d'avoir fait emprisonner sa tante, la jeune femme contacte Debbie Nathan du National Center for Reason and Justice pour passer aux aveux. Ouais. Je la cite. « Ce sont mon père et ma grand-mère qui m'ont dit ce que je devais raconter à la police. Je suis désolée d'avoir pris autant de temps à comprendre ce qui s'était réellement passé. J'ai moi aussi été menacée et mon père m'a dit que si je révélais un jour la vérité, que j'irais moi-même en prison pour avoir menti à la police. Je veux faire ce qui est juste et je suis désolée pour tout ce que j'ai fait subir à ma tante Elisabeth et ses amis. Je n'avais que 7 ans et j'étais terrifiée. » C'est correct, c'est vraiment mélangeant à cet âge-là, les games d'adultes. C'est Oui. correct qu'elle ait pris ce temps-là, puis je suis désolé que les femmes aient été en prison tout ce temps-là, c'est pas de sa faute à elle, puis elle a été manipulée là-dedans, elle a pris la bonne décision. Peu de temps après s'être confiée à Debbie Nathan, Stéphanie Limon se retrouve au cœur d'une enquête menée par les services de la protection de la jeunesse aux États-Unis, le CPS. Je me demande pourquoi. Selon un témoignage anonyme, Stephanie et son conjoint se disputaient régulièrement et violemment devant leurs enfants et le témoin disait être inquiet pour le bien-être des enfants. Je me demande c'est qui ce témoin-là? Je sais pas c'est qui. Si le CPS ne révèle jamais l'identité des gens qui portent plainte, une enquête menée par Michelle Mondeau pointera en la direction de « Bon, attendez, vous allez chercher vos chapeaux surprises.
Javier Limon. Non! Je pensais que c'était le professeur au Yukon qui avait observé ça. C'était les huskies. J'ai peur! Quoi, Fido? Les enfants sont en danger! Je ressens le danger! Confronté par la journaliste, Javier Limon refuse de répondre à cette accusation et affirme que sa fille avait décidé de rétracter son témoignage parce qu'elle voulait se venger. Bien De sûr, quoi? c'est la faute de tout le monde sauf lui. By the way, demandez-moi pas se venger de quoi, aucune choriste d'idée. Partie 9, un chemin sinueux vers la liberté. En novembre 2012, Anna est la première à être libérée sous condition. Toutefois, puisqu'elle est toujours considérée comme une délinquante sexuelle, elle doit se plier à de nombreuses contraintes. Pas le droit d'avoir en sa possession un cellulaire ou un ordinateur, et elle ne peut pas se retrouver seule avec une personne mineure. Son frère l'engage à son garage, mais celle-ci doit démissionner quand elle s'aperçoit que l'établissement est à proximité d'une école primaire. Ah, En 2013, l'avocat Mike Ware du Innocence Project dépose enfin son dossier visant à innocenter les San Antonio Four. Dans le volumineux document, il mentionne les aveux de Stephanie Lemon, les erreurs faites par la police et les avocats de la poursuite, ainsi que le rapport de la témoin experte Nancy Kellogg. Elizabeth Christie et Anna bénéficieront également d'une nouvelle loi qui venait tout juste d'être implantée au Texas, visant à simplifier le processus servant à challenger une accusation basée sur des preuves de médecine légale rendues obsolètes. Appelée à témoigner à nouveau, la docteure Nancy Kellogg admet s'être basée sur des études qui avaient été réfutées avant même qu'elle n'ait à présenter son rapport en cours. La loi, c'était la science qui avait été rendue obsolète depuis, tandis que elle, sa science était déjà passée date. ben oui, puis elle a pris un livre, elle a dit « Ah ouais, ça c'est intéressant. OK, let's go, on part avec ça. » Ah, wesh, lesbienne, wesh. Ouais. En effet, depuis longtemps, les experts médicaux ont déterminé que les marques, comme celles observées sur l'hymen de l'aîné, n'étaient pas des marques en lien avec des abus sexuels. Comme avec nos empreintes digitales, il s'agit de plis de peau parfaitement normaux. Puis une médecin savait pas ça? Reconnaissant son erreur, la docteure admet que son rapport était erroné. On est en quoi, en 2013, là? Oui. Le 18 novembre 2013, Elisabeth Ramirez, Cassandra Rivera, Christy Maya et Anna Vasquez émergent de la prison en formant une chaîne humaine. Oh my God! Les guidant vers la liberté, l'avocat Mike Warren du Innocence Project. Je m'excuse, je suis une personne émotionnelle, vous le C'est savez. bien correct, Audrey. Parmi la foule qui les accueille à l'extérieur, la fille de Cassandra, qui tend à sa mère son bébé de 2 ans. Oh! Je suis ta grand-mère, dit la femme qui venait de rencontrer sa descendance pour la première fois. Ah, c'est un moment magnifique, mais en même temps qui n'aurait jamais dû se produire. Là. Exactement. Reprenant lentement le cours de leur vie, les femmes n'en reviennent pas d'à quel point le monde a changé. Par-dessus tout, elles sont agréablement surprises de voir les avancements faits par la communauté LGBTQIA+, dans l'État conservateur du Texas. À l'épicerie, dans la rue, dans les parcs, des couples du même genre se tiennent la main, se disent qu'ils s'aiment, s'embrassent. Au sein de la communauté, Elizabeth, Cassie, Christy et Anna sont traités comme des rockstars. Bon, au moins, ils ont eu un peu d'amour pour compenser ces années-là. Ils ont passé combien de temps à Londres? 15 ans? 97 puis 98, puis ils sont sortis en 2013. Fin 2013, ouais. Fait que, lorsqu'elle se rend dans un salon de coiffure pour la première fois depuis son incarcération, la propriétaire ouvertement lesbienne du salon de coiffure refuse de laisser Elizabeth payer. Tant mieux. Toutefois, les femmes ne seront officiellement exonérées qu'en 2016, signifiant que leur dossier criminel est effacé et qu'aucune trace de leur passage en cour ou en prison ne subsiste. En 2018, elles deviennent également éligibles à recevoir une compensation de 80 000 $ pour chaque année passée derrière les barreaux. Ce qui est correct, parce qu'on s'entend que ces femmes-là ont quoi, à la 40, cinquantaine? Oui. Puis ils n'ont pas de coussin pour leurs vieux jours. Là. Fait que la société leur doit bien ça, cette espèce de procès de fantoche organisé par des gens qui voulaient juste les lyncher. Ben, on leur doit bien ça maintenant. Oui, mais dans un monde idéal, ils auraient vécu leur vie et été heureuses ensemble. Absolument. Puis ils auraient ouvert un salon de coiffeur, puis ils auraient ouvert un garage. Puis ils auraient fait partie de cette communauté-là qui s'épanouissait pendant les années où est-ce qu'ils étaient à Londres. Partie 10. Allez-vous finir par apprendre votre leçon? Suite à sa relation avec Rosemary Ramirez, Javier Limon entame une relation avec Karina Hooper, elle-même mère d'un jeune garçon.
Éventuellement, le couple accueille une petite fille, mais finit par se séparer. OK. Au cours des procédures légales, le fils de Hooper est accusé d'avoir agressé sexuellement sa demi-sœur. Malgré l'absence totale de preuves, le jeune homme demeure, au moment de la parution de l'article de Maurice Chammah, dans le registre des délinquants sexuels. Hey, lui, Maurice Chammah, là, il aurait pu en faire plus, me semble, un peu. Mais c'est un journaliste au sens le plus classique du terme. Là. Ben oui, mais il aurait dû aussi utiliser son bon sens aussi. Là. Il aurait eu une Ben en meilleure même temps, c'est carrière qu'il te présente ces preuves-là, puis je veux dire, c'est clairement Javier Limón qui a accusé le fils de son ex. Là. Ben oui. Au moment d'être interviewé par Chammah, Limón confie être sobre depuis plusieurs années, s'être converti aux témoins de Jéhovah et jure qu'il n'a jamais fait d'avance à Élisabeth. Selon lui, c'est plutôt elle qui profitait de sa gentillesse pour lui soutirer des lifts et de l'argent. Selon Chammah, dépendamment de la personne interviewée, Javier Limón était soit un homme colérique, menteur et vindicatif, ou l'homme le plus doux, le plus aimant et le plus généreux à jamais avoir existé, tout juste après Dolly Parton, Keanu Reeves et Jésus. Bon, Maurice, enfin, on tire des constats de toutes ces observations. Il n'est pas trop tard, Maurice. Mais dis-moi qu'il y a eu des conséquences pour Javier Limón. Là. Selon Serafina Limón, Javier... Elle est encore vivante, elle! Ben, l'article est sorti en 2015. Selon moi, non. C'est vraiment les meilleurs qui partent en premier. Hein. Selon Serafina Limón, Javier rencontrait sans cesse des femmes qui abusaient de sa bonté et qui s'entouraient de personnes au comportement questionnable. Selon Cristina Limón, la sœur de Javier, son frère était un homme doux dont profitaient des femmes de petite vertu. En 2016, Javier Limón est décédé. Et à part Cristina et Serafina, personne ne s'ennuie de lui et la police de San Antonio a vraiment beaucoup de temps libre. Ah, probablement. Tu sais, ça me fait penser à une citation qu'il y avait dans une série que j'aimais beaucoup qui s'appelait Justified. Il dit, c'est Raylan Givens, le personnage principal, qui dit If you meet an asshole in the morning, you've met an asshole. If you're meeting assholes all day, you're the asshole. Ça me fait penser à ça. Là. Si t'as rencontré un trou de cul le matin, t'as rencontré un trou de cul. Si tu rencontres des trous de cul toute la journée, c'est toi le trou de cul. Exactement. On dirait qu'il y a comme le même problème qui revient tout le temps. Malheureusement, j'ignore si Cassie et Anna forment toujours un couple. Mais ce que je sais, c'est que je leur souhaite à elles, ainsi qu'à Elisabeth et Christy, de vivre les vies qu'elles auraient dû vivre si elles n'avaient pas eu la malchance de croiser le chemin d'un pervers narcissique qui croit que tout lui est dû. Je souhaite aussi à Elisabeth d'avoir renoué avec son fils, parce que dans les derniers articles disponibles, elle n'avait pas encore eu de réponse aux lettres qu'elle lui a écrites chaque dimanche de son incarcération. Je souhaite aussi à la société d'être un peu plus consciente de ses erreurs, de la manière dont elle traite ses membres marginalisés. Les personnes LGBTQIA+, s'en calissent de vos enfants. Les drag queens ne veulent pas les endoctriner et les personnes trans veulent juste pisser sans risquer leur vie. Par contre, il y a des gens, comme Javier Limón, qui sont conscients de ces failles dans notre filet social et qui les utilisent pour s'enrichir, pour profiter des autres, pour leurs petits désirs égoïstes. Des gens qui veulent endoctriner vos enfants parce que ça met de l'argent dans leur poche quand leur entreprise de vente de thermopompes en porte-à-porte, ça chie. Et à vous, personnes LGBTQIA+, qui nous écoutent, je vous souhaite d'avoir un cercle aussi solide que celui formé par Elisabeth, Cassie, Christy et Anna. Je vous souhaite une famille, de sang ou de choix, qui vous aime et qui vous soutient. On va traverser des années difficiles, mais on va être là les uns pour les autres. On va être la lumière quand on va croire qu'il y en a plus. Parce que comme Sam Gamgee l'a dit, il y a encore du bon dans ce monde et il faut se battre pour. Voilà, c'est fini. C'était glorieusement cinématographique. Je pense que ça ferait un excellent film. Avec Ed Harris ou Keanu Reeves, encore mieux peut-être. Mais quel scélérat ce Javier Limón. Quel problème pour l'ordre social. À quel point une seule personne pour ses désirs petits va paralyser tout un système et la vie des gens juste pour ne pas avoir tort. Ça me terrorise de savoir que des gens comme Javier Limón existent et qui ont passé au travers de leur vie sans vraiment trop de problèmes, en étant considérés comme la victime et comme un preux chevalier qui dénonçait des abus sexuels qui n'ont jamais eu lieu. Mais tu sais, pour moi aussi, ce qui est vraiment flagrant, c'est le fait qu'il s'était déjà essayé. Ouais. Quand on a appris à Denver, mais je pense que tout le monde en a relié les points puis qu'il a essayé de faire ça au nouveau conjoint de Rosemary. Puis je me demande, tu sais, est-ce que ça a pas pogné cette fois-là parce que comme c'était un homme hétérosexuel, mais pourtant, je veux dire, les hommes aussi
Peut-être que les gens à Denver ont peut-être juste une meilleure oxygénation du cerveau, parce que Denver, c'est en altitude, il y a moins d'oxygène, fait que les cerveaux sont peut-être plus performants. Il y avait peut-être trop d'inconsistances, peut-être qu'il n'y avait pas de témoins. En tout cas, je sais pas, mais il y a quelqu'un dans l'article de Maurice Chammah aussi qui l'avait mentionné que c'était quelqu'un que Javier Limón, c'était quelqu'un qui utilisait beaucoup la police pour se venger, qui était le genre à appeler la police un petit peu n'importe quand pour qu'il fasse ses... C'était un Karen. comme s'il était à sa solde. C'est vraiment l'avantage de cette personne-là là, qui a utilisé sur les autres pour les détruire. Tu sais, puis peut-être que le flic à Denver, il a eu la réaction que tout le monde aurait dû avoir. C'est des niaiseries. De genre, c'est un esti débile, ce gars-là, puis il est retourné manger des beignes ou... Il y a des policiers qui nous écoutent. Ah, Des policiers écoute, policières qui nous écoutent. moi aussi, je mange des beignes, guys. C'est délicieux. Mais moi, c'était vraiment la description comme « Ah, et là, elle a mis un tampon dans mon verre. » C'est là que Ouais, c'est comme... c'est là que c'était gros comme le bras, là, que c'est comme Ben quelqu'un oui. qui a aucune idée de qu'est-ce que les femmes font ensemble derrière des portes fermées. Elle a voulu arrêter mes menstruations. Elle m'a donné un bec sur le pied. C'est ça que les Ouais. lesbiennes font, right? Alors, merci tous et toutes d'avoir été des nôtres pour un 3e épisode de Panique satanique et de m'avoir écouté pleurer, mais vous êtes rendus habitués maintenant à moi qui pleure parce que j'ai beaucoup d'émotions. Ben, j'aimerais ça pouvoir m'émouvoir comme toi devant quelque chose au lieu de rester fucking jammé comme un pot de beurre de pinot qui veut pas ouvrir. Ah, t'avais une petite face, Ben. Ouais, quand même. Alors, si vous voulez en savoir plus sur nous, vous pouvez nous suivre. Je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, @unpeudecrime. Nous sommes sur Instagram, @unpeudecrime dans ton café. Si jamais vous aimeriez vous gâter, vous offrir de la marchandise, nous avons une boutique Etsy, mais comme je vous dis, avec la grève de Post Canada, vous pouvez peut-être faire du lèche-vitrine en attendant. Et sinon, si vous aimeriez nous soutenir monétairement et avoir accès à du contenu bonus, nous avons un Patreon. Et là, je ne l'avais pas dit dans l'épisode précédent, mais je vais le répéter. Si vous aimeriez vous abonner à notre Patreon et que vous êtes un utilisateur de Apple, s'il vous plaît, le faire par un browser web, parce que Apple vole une partie de nos revenus pour se les mettre dans les poches et Apple n'a absolument pas besoin de votre argent durement gagné. Alors, c'est pour vous, avec les temps qui courent, j'imagine que votre argent, vous préférez qu'il aille dans les bonnes poches. Alors, c'est le conseil qu'on vous donne. Et sinon, je vais remercier des gens qui se sont abonnés. Alors, j'aimerais remercier Émilie, Catherine Jalbert, Caroline Mandeville, Éléonore Melançon, Vanessa, Vénus épilait-elle la chatte? On pose des vraies questions aujourd'hui. Audrey Huard, Hélène Gauvreau, Bagel Frette, Nice. Mélanie Benoît, Delphine, Florie Bélanger, Kate, DM, Anne Courteau, Suzy Côté, Frédéric Lucier, Andy, Mélanie Pelchat-Saint-Laurent, Gabrielle Hébert-Sanson et Magali Dionne. Merci tout le monde. On espère que vous appréciez vos nouveaux avantages, par exemple des rabais sur la boutique Etsy, des autocollants quand Post Canada va revenir, accès à notre Discord où on a des belles conversations sur le cinéma, la télé, le café, plein de choses qui vous intéressent. Et là, parce qu'on n'aime pas ça vous dire au revoir, frette de même, Ben, mon très cher Ben, Oui, j'aimerais te raconter un film. oui, je t'écoute. J'ai Un hâte. film absolument incroyable. Mais je sens qu'il y a des gens qui nous écoutent qui l'ont déjà vu, ce Je vais film. essayer de t'en raconter un la prochaine fois. Alors, si vous avez déjà vu ce film, soyez un ours avec moi et faites juste vous remémorer ces souvenirs de cinéma complètement unhinged. J'aimerais te ramener, Benoît, en 1991. Oh, année intéressante. Quand il y Un avait- grand cru. On va se rappeler qu'avec les clubs vidéo, il y avait ce qu'on appelle du direct-to-video. Alors, des films avec des budgets minuscules qui se ramassaient direct sur des VHS que vous louiez par accident en essayant de louer d'autres choses. Il y avait quelques perles. Ça m'est déjà arrivé. Il y avait quelques perles, mais pas beaucoup, là. Alors, aujourd'hui, j'aimerais te parler de Samurai Cop, Ah, ben oui. qui est un shameless rip-off de Little Weapon. Avec
du grand réalisateur Len Kabasinski. Exactement, mais Samurai Cop, ça a été dirigé par Amir Shervan et c'est avec Robert Z'Dar, a.k.a. un menton. Il est incroyable, il est immense en plus, Oui. ce dos, il est immense. Paix à son âme. Oui, respect à Robert Z'Dar. Lui, il aurait pu jouer le Daryl Otto. Il était un peu weird. Genre, il aurait juste cassé la gueule de tout le monde. Et Matt Hannon, qui est aussi une figure un peu du cinéma de série B. Matt Hannon, juste pour l'anecdote, j'ai montré ce film-là récemment à mon chum, puis quand Matt Hannon est arrivé avec son espèce de perruque de madame, j'ai pris une photo, puis je l'ai envoyée à Ben en écrivant « Maman, je veux Peter Steele! » Peter Steele à la maison, puis c'était malade. Alors, le film, ça raconte l'histoire d'un gang japonais. Je m'excuse, ça va être vraiment raciste. Alors... C'est un film raciste. C'est un film raciste des années 90. Je suis vraiment désolée, je veux vraiment m'excuser. C'est un gang japonais interlope qui s'appelle le Katana, parce que, of course. Et ils veulent prendre le contrôle de la cocaïne à Los Angeles. Alors, pour cette raison, le LAPD va faire transférer un policier qui est aussi samouraï, qui a été entraîné par les grands maîtres au Japon et qui parle japonais et qu'on n'entend jamais parler japonais. Fait que ça me fait penser à la blague dans RBO. Avant, je ne parlais pas l'anglais. Maintenant, je parle l'anglais. Thank you! Fait que dans le fond, il fait juste comprendre le japonais. Je sais pas, il y a littéralement aucun japonais dans ce film, ou peut-être que je m'en rappelle pas, peu importe. Et là, Robert Z'Dar, lui, il est vraiment pas d'accord avec ça, qu'il y ait de la compétition comme ça. Il est parfait pour jouer ça. Il y a un membre du Katana qui va se faire prendre par la police, qui est à l'hôpital parce qu'il était dans un accident d'auto, puis là, il est tout brûlé, puis là, quand les policiers vont demander s'ils peuvent l'interviewer, l'infirmière va leur dire « No, his lips are burned ». Je traduis « Non, ses lèvres sont brûlées ». Que si vous voulez pas répondre aux questions de la police, passez-vous un lighter qui est bobine. Ouais. Et là, Robert Z'Dar, je me rappelle même pas du nom de son personnage, fait que ça va être Robert Z'Dar. Ben écoute, tous ces personnages s'appellent Robert Z'Dar. Il promet à son boss, Fuchiyama, je vous l'avais dit que ça va être raciste, je suis désolée. J'ai dû écouter 6 ou 7 de ces films, puis tous ces personnages, je les appelle Robert Z'Dar. Je me suis jamais rappelé d'un nom de ces personnages. Puis là, il veut pas que le gars qui est à l'hôpital parle. Fait qu'il dit à Robert Z'Dar, « Bring his head on the piano! » Puis là, Robert Z'Dar répond, « I will bring the head on the piano! » Puis là, il se rend à l'hôpital en se cachant dans un truc à serviette. Puis là, il rentre dans la chambre du gars, puis il coupe la tête pour la ramener sur le piano! Est-ce qu'on voit la tête coupée? Ben, c'est clairement du papier mâché. Ah, oui, mais... Un gros bonhomme en papier mâché, puis il passe le sable au travers, puis c'est comme « Ah, j'ai sa tête! » C'est du papier mâché. Il y a une poursuite dans ce qui est absolument pas un hôtel, ce qui est comme un centre d'achat. Là. Les gens sont clairement pas dans un hôpital, mais absolument pas. Ils ont loué l'endroit qu'ils pouvaient louer. Là. Mais je vois exactement, genre un backroom de centre d'achat. Ah oui, puis quand Robert Z'Dar, il sort comme en courant de l'hôpital, il y a des gens qui essaient d'arrêter. Puis tous les gars qui l'arrêtent, ils disent avec exactement la même voix. Fait que selon moi, ils ont juste repris la phrase « Hey, stop! » Mais là, entre-temps, notre policier wannabe sexy man, Joe, il va rencontrer la blonde du chef du Katana. Puis là, sa blonde, qui est blonde, elle va tomber en amour avec Joe parce que quelle femme pourrait résister à un homme qui a les cheveux plus longs qu'elle? Clairement, c'était l'époque. Moi, avec Peter Steele. C'était l'époque de Poison aussi. Fait que là, il y a une scène de poune pendant comme 15 minutes. Hot! Ce qui m'amène toujours à la question de pourquoi les films de série B vraiment mauvais, ils ont toujours des scènes de porn vraiment longues et explicites. Ben, écoute, Audrey, il y a une réponse très très simple à ça. Le réalisateur est un perv. Voilà. Fait qu'il y a ça qui arrive. Mais là, Joe et son partner Frank finissent par avoir un big showdown avec le Katana. Puis, fun fact, ça se passe clairement au chalet de l'ami à mon chum Samuel. Je refuse de croire que ça a été tourné ailleurs. Ça ressemble ben trop. Okay. Puis, fun fact, pendant le final showdown, quand c'est les gentils, fait que Joe puis Frank qui tirent, il fait soleil. Puis quand c'est les méchants, fait que Robert Z'Dar puis sa gang qui tire, il fait noir. Ils ont pas eu à la même heure. Ou ça leur a pris vraiment beaucoup de temps à reload à toutes les fois. Ben, Robert Z'Dar était un acteur quand même en demande dans ce marché-là, fait qu'il avait peut-être juste la nuit.
finalement, le personnage de Robert Z'Dar s'appelle Yamashita. OK, il joue. Même s'il est clairement pas japonais. Il joue au japonais. Et là, ça finit avec un gros final showdown entre Joe et Robert Z'Dar. Puis là, Robert Z'Dar aurait pu juste arracher sa perruque et rire de lui, Ouais. mais whatever. Puis là, ça finit que Joe, il dit comme non, je vais pas te tuer, je vais juste t'arrêter parce que je suis un bon policier. Ah, c'est que c'est plate, ces scènes-là. Mais là, quand il se retourne pour donner une tape dans le dos à Frank en faisant comme ah, grosse journée, mon chum, grosse journée, mon chum, Robert Z'Dar, il prend un katana et Bien il sûr. se fait un seppuku. Wouah! C'est tellement plate comme fin. Mais non, la vraie fin, c'est une scène de poune entre Joe et la... Ben oui, exactement. C'est les credits sur rolls. une plage. Ben, malade. Malade. Avec une petite toune... Ouais. Ah, Avec une petite toune, puis je tiens à dire que Joe porte un speedo. J'ai jamais été aussi mal à l'aise de ma vie. je suis sûr que c'était hot. Non. Fait que voilà, Samurai Cop, c'est disponible sur YouTube pour ceux et celles qui veulent prendre des petits brownies magiques et regarder un film. Ah, écoute, moi... Mais en fait, non. c'est Invitez les films. vos amis, faites-vous venir de la pizza, ouvrez-vous des bières, vous allez avoir du fun. Alors voilà, c'est ce qui conclut ce 3e épisode de Panique Satanique. Merci beaucoup, Ben, d'avoir Ouais. été avec nous. Donc, la prochaine fois, c'est à toi de mettre Satan dans notre café. Ça s'en vient, hein? Ça s'en vient, hein? Ça va être... C'est toi qui vas faire l'épisode juste avant Noël. Ouais, ça va être encore une fois, je vais vous donner un petit teaser, un autre épisode musical. Yeah! La fureur! Alors, merci beaucoup, Ben, et on vous dit à la prochaine, tout le monde! Bye bye! Bye!